Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du French Podcast. Moi c'est Charline et je suis ici comme toujours avec Emmanuel. Prêt pour une petite plongée dans le français du quotidien ? Ah oui, carrément, toujours un plaisir. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, notre mission ici c'est de rendre le français vivant, accessible et surtout moins intimidant. Que vous soyez dans la voiture, en train de faire la vaisselle ou peut-être en balade, aujourd'hui on va parler des défis d'apprendre le français, mais surtout de comment s'en sortir. On va surtout aborder 3 trucs. Faire ses courses en France, comprendre le français à l'oral à travers les podcasts et autres outils, et comment survivre quand on se retrouve face à des gens qui parlent super vite, genre dans les films ou les séries. Justement, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter des podcasts français, bon, c'était un peu bizarre parce que je suis français, tu vois, mais j'avais du mal, surtout les podcasts d'humour. C'est là que j'ai compris que l'oral et le français vrai, c'est tout un monde. Mais oui, même nous, parfois, on ne comprend pas tout. On va en reparler, mais je propose qu'on attaque direct le sujet des podcasts parce que ça fait souvent la différence. T'es d'accord, Emmanuel ? Complètement d'accord. Franchement, les podcasts français, c'est top, surtout pour l'immersion. Tu peux écouter partout, tu choisis selon ton niveau, ton humeur, et t'as pas la pression de devoir répondre, tu vois ? Oui, et en plus, il y en a pour tous les goûts. J'ai découvert Français Facile plutôt pour débutants ou Transfert pour une ambiance plus, quotidienne, authentique. Et je me souviens que c'est un podcast, Balade, qui m'a vraiment aidé avec mon accent. J'imitais les intervenants, phrase par phrase, c'était ridicule mais super efficace. C'est vrai qu'on sous-estime le pouvoir de l'imitation. Et pour les intermédiaires, j'aime bien Inner French aussi. Mais du coup, Charline, toi tu t'étais mis à refaire les intonations, c'est ça ? Exactement, je m'arrêtais, je répétais la phrase. Bon, en mode karaoké. J'avais un accent un peu bizarre au début, mais c'est ça qui m'a décoincé. Les podcasts, c'est une invitation à parler vrai, sans la peur du regard de l'autre. Ah bah là, parfait pont pour faire les courses. Parce que c'est le terrain d'entraînement en fait. On revient souvent là-dessus, mais les courses, c'est le laboratoire du français de tous les jours. Il y a des mots qu'on n'apprend pas à l'école, genre une baguette tradition, un demi-pain, ou juste à point pour la viande. Et puis, c'est en situation que tu comprends vraiment. On va se faire une scène, tiens. Imagine, tu rentres dans une boulangerie. Je fais la boulangère ? Vas-y, fais la boulangère. Bonjour monsieur, qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui ? Bonjour, je voudrais un pain s'il vous plaît. Vous voulez un pain de campagne, une baguette ou un pain au chocolat ? Ah oui, alors un pain au chocolat, pardon. Voilà, typique la confusion, non ? C'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais gamin. Pour moi, pain, c'était tout ce qui sort du four. Sauf qu'au comptoir, faut être précis, sinon on finit avec une grosse miche alors qu'on voulait juste une viennoiserie. Donc, petit conseil, repérez les mots-clés, osez demander si vous ne comprenez pas et écoutez bien ce qui se dit autour, comme une mini tempête de mots à décoder. Et justement, il y a un vrai fossé entre comprendre son prof et piger un film. On croit qu'on maîtrise parce qu'on suit en cours. Mais après, devant une série policière, panique. Mais oui, parce qu'en classe, le vocabulaire est simple, le prof articule, on va à un rythme franchement plus lent. D'ailleurs, tu te souviens la première fois que t'as regardé un film français sans sous-titres ? Je pourrais pas dire le film, j'ai effacé le souvenir. J'étais perdu, les accents, les liaisons. Et en plus, il y a les blagues, les jeux de mots, l'argot. C'est un décalage énorme par rapport à l'école. Moi, c'était sur les tuches, et là, je comprenais une phrase sur 3. Mais c'est justement en se confrontant à ce français-là qu'on progresse. Même si au début, ça va vite et ça fait mal à l'ego. Ouais. En fait, faut accepter que la vraie vie, c'est un autre rythme, un autre monde lexical. Et qu'on apprend à s'y frotter en s'y frottant, tout simplement. On a tous été largués devant un film. Il y a plusieurs raisons. Le débit est plus rapide, les personnages se coupent la parole, ils marmonnent, et ils n'articulent jamais comme en classe. Carrément. Je me souviens d'une scène culte dans Intouchable, où, franchement, le rythme et l'argot, c'est pas évident à suivre si t'es pas habitué. Ou même les tuches, on en parlait. Il y a des blagues locales, des accents du Nord. Limite, faut les sous-titres en français. Et justement, les sous-titres, toujours utiles, mais faut pas devenir accro non plus. T'avais testé quoi, toi, Charline ? Les sous-titres français ou anglais ? Moi, je faisais une deuxième vision. D'abord sans rien, puis avec les sous-titres français. Ça aide à associer le son à l'écrit. Mais faut pas hésiter à mettre pause et revenir sur les passages incompréhensibles. Ça entraîne l'oreille et ça rend le truc moins frustrant.
Ouais, et de toute façon, même en tant que Français, des fois, surtout devant certaines séries régionales, j'active les sous-titres aussi. Alors concrètement, pour progresser à l'oral, il y a des exercices très simples. Tu peux écouter les infos, des chansons, même des séries ou des youtubeurs. L'important, c'est la régularité. 10-15 minutes tous les jours et hop, ça rentre petit à petit. Ouais, et ce qui m'aide vraiment, c'est d'écouter dans le bus ou le métro. J'ai une playlist de podcasts courts ou juste France Info en boucle. Je répète dans ma tête ou à voix basse quand personne regarde. C'est un entraînement invisible. Oui, et varier les supports, c'est hyper important. Les chansons, par exemple, c'est idéal pour choper l'accentuation et la musicalité du français. Même si parfois, les paroles, franchement, il y a des morceaux, bon courage pour comprendre, hein. Une fois qu'on gère la base, c'est le moment de s'amuser avec les nuances. Comme utiliser du familier ou oser une petite expression idiomatique. Exemple, on peut faire un prix, au marché, ça casse la glace. Ou demander conseil à un fromager. Vous me conseillez quoi avec ce vin? Là, souvent, t'as le vendeur qui te sort un « T'inquiète, ça va le faire ». Et là, t'es surpris, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» J'ai eu le cas, justement. J'attendais une réponse classique. Et non, il me balance « Ça va le faire ». Genre, pas de souci à se faire. C'est là que tu découvres que la conversation, c'est aussi des sourires, des clins d'œil et des codes qu'on apprend sur le tas. Même en avançant, tu continues à avoir des petites surprises linguistiques. On a pas mal parlé d'écoute passive, mais pour vraiment progresser, faut devenir un peu acteur. Genre, écoute un épisode de podcast, note dans un carnet les expressions qui t'ont marqué, réutilise-les dès que tu peux. C'est que je fais, moi. J'ai un carnet, j'appelle ça mon cahier de trouvailles. À chaque phrase qui sonne bien, je la relève et je me force à la placer en discussion, parfois même au boulot, histoire de voir si ça passe. Et puis, tu peux aussi t'enregistrer, comparer ta prononciation à celle du podcast, t'auto-corriger. C'est pas sexy, mais franchement, ça marche. Bon, parlons d'un détail qui tue, les petites politesses. Le fameux « bonjour », c'est la clé. Si t'oublies de dire « bonjour » en entrant dans une boutique, tu sens direct que c'est froid. Exactement. Et le merci à la fin. Je me rappelle avoir été étonnée la première fois dans une petite épicerie du niveau de formalité. Rien à voir avec certains supermarchés où c'est un peu plus impersonnel. Dans les petits commerces, t'as vraiment ce côté humain, limite famille. C'est vrai. D'ailleurs, il y a souvent des petits rituels. On se regarde, on patiente, même s'il y a la queue, on souffle pas trop fort. Les codes sont subtils, mais on les capte vite en observant. On va finir avec les astuces pour garder la motivation, parce que, soyons honnêtes, il y a des jours où on a juste envie de tout lâcher. Je le vis encore parfois avec l'anglais, par exemple. Ah mais pareil, il y a des semaines où tu stagnes, tu comprends rien. Ce qui m'a aidé, c'est de me fixer des mini-objectifs, genre une expression à réutiliser cette semaine ou finir un épisode de podcast sans sous-titres. Ouais. Et à chaque petit progrès, faut s'en féliciter. Sinon, on m'a vite fait zapper ses réussites. Perso, le jour où j'ai compris une blague dans une chanson anglaise, j'ai sauté au plafond. C'est clair. Et puis faut pas trop se prendre au sérieux. Accepter qu'on fait des erreurs, que c'est normal, c'est ça qui fait avancer. Pour tous ceux qui nous écoutent, accrochez-vous, on est avec vous. Et on continue ensemble dans les prochains épisodes. Voilà, c'est la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Merci Emmanuel pour la discussion. Et merci à vous de nous prêter vos oreilles chaque semaine. À très vite pour de nouvelles aventures en français. Merci Charline, merci à tous, à la semaine prochaine, et d'ici là, parlez français, écoutez, amusez-vous. Salut. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai mur. Une frustration que, je pense, presque toute personne qui apprend le français a déjà connue. Ah oui, je vois très bien de quoi vous parlez. Ce moment très précis, vous savez, où on se sent super bien en cours, on a l'impression d'avoir enfin percé le code, on comprend son professeur, on participe, et puis, le soir, plein de confiance, on lance un film français. Et là, c'est la catastrophe. C'est le crash, le néant. On a l'impression d'être projeté des années en arrière, comme si on ne comprenait plus rien. C'est un sentiment très, très commun. Alors, pour nous guider, on a une source au titre qui est, je trouve, très prometteur. Vous comprenez votre prof, mais pas les films. Voici pourquoi. C'est une promesse simple, directe, et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. On va explorer ce pourquoi. On va décortiquer tout ça. Voilà, notre mission, c'est de comprendre ce fossé immense entre la classe et, disons, la salle de cinéma. On va mettre les deux situations sur la table et les analyser. Et c'est une excellente approche. Parce que ce sentiment de vertige, en fait, il est tout à fait normal.
Le problème ne vient pas de la personne qui apprend, mais de la nature complètement différente de ces deux environnements. C'est donc le contexte qui change tout. Exactement. Il faut d'abord prendre conscience de ce qu'est une salle de classe. C'est un espace protégé, un écosystème entièrement contrôlé, dont le seul but est de favoriser la réussite de l'apprenant. Un écosystème. J'aime beaucoup cette image. C'est un peu comme une serre, où on contrôle la température, l'humidité, pour qu'une plante puisse grandir sans aucun stress. C'est tout à fait ça. Et dans cette serre, on ne cultive pas le français de la rue. On cultive ce qu'on pourrait appeler un français pédagogique. C'est une version optimisée de la langue. Optimisé pour l'apprentissage. Voilà. Et cette optimisation, elle passe par plusieurs réglages très conscients de la part de l'enseignant. Le premier, et le plus évident, c'est le débit. La vitesse de parole. Oui, un professeur parle délibérément plus lentement. Oui, on a le temps de voir le mot se former dans sa tête. On peut presque anticiper la fin de la phrase. C'est l'opposé total d'un dialogue de film où on a l'impression d'être sous une pluie de météorites verbales. Précisément. Et cette lenteur volontaire, elle permet une chose, une articulation quasi parfaite. C'est le deuxième pilier de ce français pédagogique. C'est-à-dire que chaque son est bien à sa place. Chaque syllabe est prononcée distinctement, les liaisons sont claires, presque académiques. Il n'y a pas ou très peu d'élisions, vous savez, ces contractions qui fusionnent les mots Ah oui. et qui sont la norme dans la langue parlée. En classe, on entend « je ne sais pas » en 3 mots. Dans la rue, on entend « je sais pas ». Ce qui explique pourquoi, au début, on peut chercher le verbe « sheper » dans le dictionnaire sans jamais le trouver. C'est un rite de passage, je crois. Le troisième réglage, c'est le vocabulaire. Il est soigneusement sélectionné pour correspondre au niveau et au thème de la leçon. On reste en terrain connu, en quelque sorte. C'est ça. Si on étudie la nourriture, la conversation portera sur les restaurants, les recettes. Il n'y aura pas tout d'un coup un mot d'argot sur la mécanique automobile qui viendrait tout perturber. C'est un vocabulaire sans surprise. Et qui est répété, j'imagine. Constamment. La répétition, c'est la base. Et enfin, le point peut-être le plus crucial, le contexte est toujours connu. Partagé. Tout le monde dans la salle sait de quoi on parle. On n'a pas à deviner le sujet, on peut se concentrer à 100% sur la langue. C'est vrai. Tout ça, en y réfléchissant, ça me fait penser à une analogie. Apprendre le français en classe, c'est comme apprendre à nager à la piscine. Ah, j'aime bien ça. Hein. Développer ? L'eau est calme, la température est idéale, la profondeur est marquée sur le bord, et il y a un maître nageur qui nous surveille, prêt à nous tendre une perche à la moindre difficulté. C'est sécurisé. D'accord. Et le film français, dans cette métaphore ? Le film, c'est l'océan. On nous lâche d'un hélicoptère au milieu de nulle part. Il y a des vagues, des courants, on ne voit pas le fond, on perd pied tout de suite. Et toutes les belles techniques de brasse apprises à la piscine semblent, tout à coup, ridicules. L'analogie est parfaite. Elle capture vraiment ce sentiment d'impuissance. Alors, maintenant qu'on a décrit la piscine, explorons cet océan. Qu'est-ce qui le rend si chaotique ? Par où on commence ? Le premier choc est purement acoustique. C'est le mur du son de la langue authentique. On y est. La vitesse, les mots qui se mangent les uns les autres. Exactement. Le débit naturel est rapide et surtout, il est variable. Les mots ne sont plus des unités séparées, ils fusionnent, se contractent. C'est ce qu'on appelle les liaisons et élisions sauvages. Sauvage. Oui, dans le sens de non contrôlé, naturel. Je suis devient je suis. Tu as vu devient t'as vu. Il y a sonne juste comme il y a. Pour une oreille qui n'est pas entraînée, une phrase entière peut ressembler à un seul long mot. C'est un travail de décodage en temps réel, mais sans la clé de chiffrement qu'on nous aurait donnée en classe. C'est une très bonne façon de le dire. Mais il n'y a pas que la vitesse. Il y a les mots eux-mêmes, le lexique. Oui, le vocabulaire change radicalement. C'est le deuxième niveau de difficulté. Les films, c'est une fenêtre sur la langue vivante. Ils sont donc remplis d'argot, de verlan. Comme un truc de ouf. Voilà, un truc de ouf pour un truc de fou. Et puis toutes les expressions idiomatiques, ce sont des marqueurs culturels très forts. Personne n'apprend en classe « tomber dans les pommes » ou « il pleut des cordes ». On apprend les versions plus formelles, « s'évanouir » et « il pleut beaucoup ». Le décalage est immense. Exactement. Et ça peut rendre une scène entière complètement opaque. Et il y a un troisième facteur qu'on sous-estime souvent, la structure même du dialogue. C'est-à-dire ? Le fait que les gens ne parlent pas chacun leur tour. Précisément. En classe, la prise de parole est ordonnée, civilisée. C'est une conversation de laboratoire.
Un film, pour être réaliste, doit reproduire le chaos de la vraie vie. Les gens s'interrompent, parlent en même temps. Ils finissent les phrases des autres, ils marmonnent. C'est un cauchemar pour la compréhension. On doit non seulement comprendre ce qui est dit, mais aussi identifier qui le dit et à quel moment. C'est très vrai dans les scènes de dîner de famille des comédies françaises. C'est impossible à suivre, absolument. Et on n'a même pas encore parlé de l'environnement sonore. Ah oui, en classe, il n'y a que la voix du professeur. L'acoustique est parfaite. C'est le dernier obstacle technique, et il est de taille. Dans un film, les dialogues sont En compétition. en compétition avec la musique, les bruits de fond, les effets sonores. Une porte qui claque, un téléphone qui sonne. Le bruit d'un café, une rue animée. L'oreille doit faire un travail de tri colossal, isoler la voix humaine de tout ce bruit ambiant avant même de commencer à décoder les mots. C'est une charge cognitive énorme. D'accord. Le tableau est assez complet. Vitesse, contraction, argot, dialogue qui se superposent, environnement sonore complexe. On dirait une course d'obstacles. Mais j'ai le sentiment que, même si on maîtrisait tout ça, il manquerait encore une pièce au puzzle. Laquelle ? Celle qui fait qu'on peut comprendre chaque mot d'une phrase, mais ne pas comprendre la blague. Vous mettez le doigt sur le point le plus important, la marche la plus haute à franchir. On quitte le domaine purement linguistique pour entrer dans le culturel. C'est plus que des mots. Bien plus. La vraie compréhension, elle nécessite un contexte culturel partagé, un ensemble de connaissances communes. Et les films en sont saturés. Il faudrait un exemple concret pour bien saisir ça. Bien sûr. Imaginons un personnage qui dit, en soupirant, « Bon, c'est pas gagné cette affaire. On est encore loin de la Macarena. » Alors là, je suis perdu. Je comprends tous les mots. Gagner, affaire, Macarena, mais le sens global m'échappe. C'est quoi le rapport avec la danse? Et voilà. Pour un public français d'une certaine génération, cette phrase est une capsule temporelle. Elle évoque l'été 1996, une chanson planétaire, un peu simplette, un peu agaçante. Ah d'accord. Dire « on est loin de la Macarena », c'est une façon imagée, ironique de dire « cette situation est complexe, ce n'est pas simple du tout ». La référence déclenche une complicité culturelle immédiate. Sans cette clé, le sens profond, l'humour, tout est perdu. C'est fascinant. C'est une couche de sens totalement invisible si on n'a pas le bon logiciel culturel installé. On est étranger à la conversation. C'est exactement ça. Et ça va encore plus loin avec le non-dit, le sous-texte. Une grande partie du sens passe par l'intonation, un haussement de sourcils, un silence à un moment précis, Tout ce qui n'est pas dans les mots. et qui peut même contredire les mots. Comprendre ce qui est sous-entendu, ça demande une familiarité très profonde avec les codes culturels d'un pays. Savoir, par exemple, qu'un certain type de silence en France peut signifier un désaccord poli, alors qu'ailleurs, ça pourrait être un consentement. Parfaitement. Et ça soulève une question importante. Quel est l'objectif ? Est-ce de comprendre juste les mots ou de saisir la signification culturelle profonde ? La salle de classe prépare à la première compétence. Les films testent la seconde. C'est donc un test d'immersion culturelle autant qu'un test de langue. C'est un test d'immersion, tout à fait. C'est une perspective qui change tout. Donc, pour résumer notre exploration, on a ce contraste saisissant. D'un côté, la salle de classe, la piscine, un environnement protégé, un langage pédagogique, lent, simplifié. Et qui vise une compréhension linguistique. De l'autre, le film, l'océan, un environnement authentique, chaotique, un langage naturel, rapide, plein d'argot, de références. Et qui exige une compréhension culturelle profonde. Exactement. Et il est crucial de conclure sur une chose. Cette difficulté, cette frustration qu'on ressent, ce n'est en aucun cas un signe d'échec. C'est tout le contraire. C'est un signe de progrès. C'est un formidable signe de progrès. C'est le moment où l'on quitte le confort de la connaissance académique pour se frotter à la compétence pratique. Se sentir perdu devant un film, c'est la preuve qu'on se confronte enfin à la vraie langue. C'est un rite de passage, comme vous disiez. Exactement. J'aime beaucoup cette idée. Ce n'est pas un mur, mais une porte qui s'ouvre sur le niveau supérieur. C'est très encourageant. Et pour conclure, je voudrais proposer une pensée, un changement de perspective. Je vous écoute. Et si, face à cette difficulté, on décidait simplement de changer les règles du jeu, au lieu de voir un film comme un examen de français à réussir ou à rater, ce qui génère tant de frustration? On pourrait le voir différemment. Voilà, pourquoi ne pas le considérer comme une séance d'immersion sensorielle? L'objectif ne serait plus de tout comprendre, ce qui est souvent irréaliste, Mais plutôt de
Lâcher prise. Exactement. D'accepter de ne pas tout saisir et de se laisser porter. D'absorber le rythme de la langue, sa musique, les émotions, l'atmosphère. Peut-être que la frustration pourrait alors se transformer en une forme de plaisir plus passive, plus globale. Et au final, beaucoup plus enrichissante. On ne serait plus en train de passer un test. On serait en train de vivre une expérience.